La ministre du Travail et de la Fonction publique, Hadijatou Mattis, a présenté le projet de budget gestion 2024 de son ministère à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Il s'élève à 7 682 736 688 francs CFA. Ce budget gestion 2024, selon l'autorité ministérielle, a connu une baisse de 6,06% par rapport à celui de 2023. À en croire la ministre Hadijatou Mattis, le budget de l'année 2023 a permis de poursuivre les réformes et de mettre en œuvre des projets majeurs. Vous savez, au titre du programme d'action du gouvernement 2, nous avons à l'instar des autres départements ministériels des projets dont l'exécution est à notre charge et des réformes dont nous devons poursuivre la mise en œuvre. Au titre des programmes, nous en avons deux. Nous avons le premier, le plus important, c'est le programme d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, qui est un projet phare que nous devons conduire avec célérité en 2024. Nous avons également le projet d'appui à la modernisation et la restructuration de l'administration, parce que nous devons aussi moderniser notre administration pour en faire désormais une administration de développement, une administration qui porte le développement de notre pays. Nous en sommes là déjà, puisque vous savez, il y a beaucoup de services qui sont dématérialisés. Nous travaillons également sur la numérisation. Nous avons mis en place ce que nous appelons les centres communaux de services publics, qui permet aux usagers clients de l'administration de ne pas se déplacer pour bénéficier de certains services, peuvent en bénéficier sur place. Nous en avons au total aujourd'hui 20 qui sont déjà installés dans 20 communes. Nous poursuivons l'installation. Et d'ailleurs, la Banque mondiale s'est intéressée à l'installation de ces centres communaux de services publics et a prévu accompagner le gouvernement pour l'extension de leur installation au niveau de toutes les communes du Bénin. Ensuite, c'est pour la poursuite des réformes que nous avons déjà engagées. Nous avons la réforme concernant la poursuite de la dématérialisation des services. Nous avons déjà mis en place plusieurs e-services, et ce qui permet aux usagers de ne pas se déplacer vers notre administration, vers nos structures, avant de bénéficier d'un certain nombre de services. Nous devons poursuivre l'amélioration de la gestion de la carrière des agents de l'État et la remise à bonne date des carnets de pension aux retraités, y compris ceux du secteur privé. Nous travaillons également à mettre en place des mesures devant permettre à nos cadres, à nos hauts cadres d'occuper des hauts postes de responsabilité dans l'administration à l'échelle nationale et surtout internationale. C'est un projet ou une réforme qui intéresse à plus d'un tiers le chef de l'État qui souhaite que les cadres béninois, parce que nous avons également des cadres émérites, soient également dans l'administration au niveau international. Nous travaillons également au renforcement de la lutte contre la corruption. Et c'est là aussi l'intérêt de la dématérialisation des services, disons, qui limite les contacts entre les agents, le personnel et les usagers clients. Enfin, la réorganisation de l'administration publique. Nous avons besoin, je l'ai dit, de moderniser notre administration. Et nous revenons d'ailleurs d'un voyage dans un pays africain qui a beaucoup évolué dans la réforme de son administration. Nous sommes allés nous inspirer de cela pour moderniser notre administration. Et là-bas, nous avons quand même beaucoup appris. Et nous espérons que d'ici 2025, notre administration va présenter un nouveau visage, un visage d'une administration moderne. Monsieur le ministre, en procédant au déguerpissement tel que vous êtes en train de le faire, le gouvernement du Bénin n'accroît-il pas la paupérisation dans notre pays? Quels sont les moyens de sensibilisation déployés par le gouvernement pour vraiment faire un déguerpissement ou une libération à visage humain qui privilégie et protège les droits de la population? Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que, comme l'a dit mon collègue Sojin, les périodes choisies font que le peuple se demande s'il est dans son propre pays. Vouloir rendre les berges lagunaires, les berges maritimes belles n'a jamais été une mauvaise chose pour toute
ville qu'on veut développer, une capitale comme celle du Bénin. Allez-y à Abidjan, c'est la même situation. Les Ébriers, les Adjans, à Biétri et à la zone 4C, ces espaces ont été libérés. Et tout ça, ça fait d'Abidjan aujourd'hui ce que nous connaissons. Les émotions qu'on dit, et les propos émotionnels que nous distillons ne font pas de nous des gens qui aiment le peuple plus que des autres. Nous aimons tous notre peuple. Nous voulons tous que la population vive heureuse. Nous ne voulons pas de pauvres. Mais ça passe par des sacrifices. Et l'État, celui du président Patrice Talon, a eu le courage de décider d'appliquer, de continuer d'appliquer. Quand le gouvernement, après, est venu avec les machines à Placondi, mais les populations avaient fini d'adhérer. Ils ont signé un papier où ils étaient prêts à partir pour être relogés. Eux-mêmes, ils ont signé, les dignitaires de là-bas. Ils ont signé. J'ai le papier sur moi, je peux partager ça à tout le monde. C'est les populations même qui ont été d'accord pour être déplacées. Et le gouvernement vous a dit, ils sont partis. Chacun a reçu un carré, plus 5 millions de francs CFA. Si le gouvernement avait de l'argent pour donner 100 millions à chacun, pourquoi il ne le ferait pas? Mais nous sommes un pays pauvre. Chacun. Et à l'heure où je vous parle, si vous voulez, sous votre conduite avec un équipement motorisé, nous allons partir à Djefa. Ils sont en train de faire de l'installation électrique. À l'heure où je vous parle, je suis passé par là avant de venir ici. Conventionnel. Ils sont en train de leur mettre de l'électricité. Le cadre a été assaini. Et quand le préfet du littoral a sorti un arrêté pour leur dire de vite rejoindre, alors que l'école qui était prévue n'était pas construite, le lendemain, le gouvernement en conseil des ministres a donné l'ordre d'attendre que l'école soit construite d'abord avant de les faire partir. C'est ce qui a été fait. Au Bénin, l'actualité est agitée depuis quelques semaines par une supposée légalisation de l'homosexualité. Pour clarifier la situation, le gouvernement s'est expliqué devant l'Assemblée nationale. Selon le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karimou, le Bénin a opté pour l'éducation de la santé sexuelle. Actuellement, ce programme est exécuté dans les classes de 5e et aborde les aspects importants de la sexualité. L'objectif de l'éducation à la santé sexuelle est de fournir des informations crédibles et objectives aux apprenants afin de les préparer à la vie d'adulte. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou-Vlavonou, face à la presse, apporte plus de lumière sur le sujet. En interpellant le gouvernement, le député auteur de la question d'actualité transformée plus tard en question orale avec débat a voulu savoir si oui ou non l'enseignement sur l'homosexualité a été introduit dans le programme scolaire béninois. Le cas échéant, ce que cacherait le choix porté sur la classe de 5e dans nos collèges, sachant que généralement à cette étape, les apprenants sont à l'entame de leur adolescence. Il a souhaité également savoir si les relations amoureuses entre personnes de même sexe sont autorisées au Bénin et ce que fait le gouvernement pour empêcher la propagation de cette pratique dans notre pays. À ces différents questionnements, le gouvernement a répondu en ces termes. Je cite. L'expérience en cours au Bénin n'a rien à voir avec l'homosexualité. Il s'agit de l'infusion pédagogique des concepts de l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula. C'est l'apprentissage d'un comportement responsable, dont la démarche éducative vise à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques pour sortir de l'ignorance. L'éducation à la santé sexuelle est essentielle pour garantir que les élèves reçoivent des informations précises, complètes et non stigmatisantes concernant leur corps, leurs relations et leurs droits. À la page 5
du guide de l'enseignant de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux, il est plutôt recommandé l'adoption de relations interpersonnelles hétérosexuelles saines. À la page 9 du même guide, l'homosexualité est désignée comme non conforme à la référence sociale. Globalement, la gouvernance de l'initiative Éducation à la santé sexuelle n'autorise pas que les enseignants s'écartent de ce qui fait partie de notre culture. Cette initiative dispose d'ailleurs d'un comité de pilotage et d'un comité technique mis en place par arrêté. Le comité de pilotage a entre autres pour rôle d'approuver la démarche méthodologique et les outils élaborés sous la guidance du comité technique. Les relations amoureuses entre individus du même sexe ne sont pas spécifiquement criminalisées en République du Bénin. Cependant, le pays n'offre pas non plus de protection juridique spécifique aux dits individus. Ce qui est clair, c'est qu'une telle pratique est à l'antipode de nos valeurs culturelles. Chaque culture a sa propre richesse et sa propre histoire. Le gouvernement du Bénin prend au quotidien des mesures actives pour promouvoir et célébrer ses valeurs, notamment à travers l'éducation. La réflexion en cours sur la gestion de la croissance démographique au Bénin n'a rien à voir avec une quelconque orientation sexuelle. Le Bénin est un pays souverain. Depuis 2021, plus de 700 soldats béninois ont été formés à la navigation terrestre, aux exercices de combat, aux patrouilles, aux tactiques de petite unité et aux soins médicaux d'urgence. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers le gouvernement béninois et les représentants des forces de défense et de sécurité du Bénin ici présents. Votre engagement et votre dévouement sont essentiels pour s'assurer que nos efforts communs portent le fruit. Je tiens également à adresser mes remerciements aux hommes et aux femmes courageux qui risquent leur vie chaque jour pour lutter contre le terrorisme. Notre ambition de ne céder aucun centimètre carré de notre territoire national à la pègre terroriste a reçu un écho favorable auprès du gouvernement de notre pays qui a su renforcer des partenariats militaires stratégiques pour une véritable montée en puissance de nos armées. La présente cérémonie de cession de matériel symbolise l'amitié, la solidarité et l'engagement indéfectible de nos deux nations pour la paix et la sécurité dans le monde. Ces nouveaux équipements nous permettront d'améliorer notre communication et donc la coordination de nos opérations sur le terrain. Essentiel pour garantir une réaction rapide et efficace dans des situations critiques, ils décupleront à coup sûr les succès pendant nos engagements. Un tir de drone de l'armée a touché par inadvertance le village de Tundunbiri dans le district d'Igabi de l'État de Kaduna au Nigeria, tuant 85 personnes. Bilan de l'Agence nationale de gestion des urgences. Le village a été touché en pleine célébration d'une fête musulmane. L'armée nigériane effectuait une mission de routine contre des terroristes, mais malheureusement, certains membres de la communauté de Tundunbiri ont été touchés.
Les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours, alors que des dizaines de blessés ont été évacués vers l'hôpital universitaire de Barao Diko par le gouvernement. L'armée nigériane utilise souvent des tirs de drones dans sa lutte contre les bandits et djihadistes actifs dans la partie septentrionale du pays depuis 14 ans. En septembre 2021 déjà, un bombardement de l'armée avait coûté la vie à 20 pêcheurs. Au Nigeria, les prix du riz ont drastiquement augmenté. La consommation également est en constante augmentation, sauf que l'offre, elle, ne suit pas et le pays se retrouve souvent avec des pénuries. Un déficit d'approvisionnement d'environ 2 millions de tonnes métriques par an qui explique la hausse des prix. Une situation qui inquiète les commerçants, comme sur ce marché. Vous pouvez voir mon magasin, je n'ai pas beaucoup de riz à cause de l'augmentation des prix. Parfois, je reçois des clients, mais maintenant, j'ai perdu la plupart d'entre eux à cause de cette augmentation. Il n'y a plus d'acheteurs. C'est le problème que nous rencontrons. Les clients ne viennent plus comme avant. Les clients, eux aussi, se plaignent de cette situation. La plupart des Nigérians se plaignent de l'augmentation du prix du riz. Nous ne pouvons plus acheter les mêmes quantités qu'auparavant. Pour cet expert en agriculture, l'une des raisons est que le Nigeria n'est plus autosuffisant en matière de production de riz, comme c'était le cas auparavant. En 2016, le Nigeria répondait à 84% de sa demande locale, car nous étions en mesure de fournir environ 5,4 millions de tonnes métriques. Mais entre 2016 et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont produites dans le pays. Il y a d'abord la croissance démographique, puis l'insécurité, qui est devenue assez inquiétante. La production a donc diminué. Selon cet expert, le prix des intrants a augmenté de 30 à 40% à cause de l'inflation. Le Nigeria a dépensé plus de 15 milliards de dollars au cours de la dernière décennie pour répondre à sa consommation croissante de riz. Michael Dibi, Africa News, depuis Abuja au Nigeria. À Nouakchott, les avocats de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ont dénoncé ce lundi la condamnation à 5 ans de prison ferme contre l'ancien chef de l'État et vont saisir la cour d'appel. L'ex-dirigeant ainsi qu'une dizaine d'autres personnalités avaient été reconnus coupables d'avoir abusé de leur pouvoir dans le but d'amasser une fortune. Nous avons toujours considéré qu'il s'agit d'un procès politique qui n'a rien de juridique. Nous entendons interjeter appel et nous espérons qu'un appel, notre voix sera enfin entendue. À la tête du pays pendant 10 ans, Mohamed Ould Abdelaziz se serait constitué un patrimoine d'environ 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Les avocats de la défense dénoncent entre autres une machination pour écarter l'ancien chef de l'État de la vie politique. Ils ont 15 jours pour faire appel. En cas de recours, c'est la Cour suprême qui sera chargée de trancher. Les médiateurs saoudiens, américains et africains ont suspendu pour une durée indéterminée les négociations entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide dans la ville portuaire de Jeddah en Arabie Saoudite. L'arrêt des pourparlers est dû au fait que les deux parties n'ont pas respecté leurs engagements concernant la mise en œuvre de mesures de confiance et le retrait des forces militaires des villes clés, selon des médias soudanais ce lundi. Le 7 novembre, les deux parties étaient parvenues à un accord définissant des mesures visant à faciliter l'accès de l'aide humanitaire aux civils. Elles avaient également convenu d'appliquer des mesures de confiance permettant notamment l'arrestation de dirigeants de l'ancien régime qui se seraient évadés de prison. Mais ces tentatives de médiation n'ont abouti qu'à de brèves trêves qui ont été systématiquement violées. Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts et déplacé plus de 6 millions de personnes. À Athi River, près de Nairobi, la capitale du Kenya, faute de réseau de distribution d'eau, les habitants doivent se contenter de sources d'eau souvent impropres à la consommation, avec les risques de maladies hydriques. Les stations de distribution existantes ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Des filtres d'eau
distribués par des groupes locaux, soulagent désormais les ménages. L'eau de cette région est contaminée. J'ai souvent été malade et je me suis rendue à l'hôpital où l'on m'a fait passer des tests et diagnostiquer une typhoïde, un parasite ou une diarrhée. Faire bouillir l'eau coûte cher parce que le gaz est cher et nous n'avons pas d'argent, alors nous devons boire de l'eau sale. Mais le filtre à eau que l'on m'a donné va contribuer à réduire un grand nombre de maladies et d'infections. Le filtre, c'est ce dispositif de la taille d'une petite bouteille équipé d'un tuyau d'arrosage fixé à un seau. Il permet de rendre l'eau de la rivière potable. Quand nous n'avions pas ce filtre, nous souffrions vraiment. Nous nous rendions sans cesse à l'hôpital parce que l'eau que nous utilisions était sale. Même en la faisant bouillir, tous les germes ne sont pas éliminés. Mes enfants se plaignaient, mon mari aussi. Ils avaient la diarrhée, des maux de ventre et la typhoïde. Mais avec ce dispositif, nous pouvons désormais filtrer l'eau et tous nos problèmes de santé ont disparu. Environ 600 ont déjà été distribués aux ménages de 4 quartiers de la rivière Ati par l'association à but non lucratif Bucket Ministry. Elle prévoit de porter ce nombre à 6 000 à Nairobi et dans d'autres régions du Kenya. Ça fonctionne selon le système de la dialyse rénale, c'est-à-dire qu'il filtre tous les agents pathogènes ou tous les germes qui causent des maladies d'origine hydrique. Il est donc conçu de manière à avoir des petits trous très minuscules, des micro-trous qui ne permettent pas aux particules qui causent des maladies hydriques de passer à travers le filtre. Au moins 10 personnes sont décédées à la suite d'une épidémie de choléra dans la zone de Mavoko, dans la région, entre octobre et mars de l'année dernière. L'Égypte accueille la 3e édition du Salon international des industries défensives et militaires jusqu'au 7 décembre. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées égyptiennes. Plus de 400 entreprises de 46 pays participent à l'événement, qui se tient au Centre international des expositions du Caire. Avec les évolutions mondiales en cours qui nous entourent, tous les pays s'efforcent d'assurer leur sécurité, en particulier dans les domaines de la surveillance, de la sauvegarde des installations et de la fortification des frontières. À travers 22 pavillons représentant différents pays, l'EDEX 2023 expose les dernières technologies, équipements et systèmes militaires. De la défense aérienne à la construction navale en passant par la cybersécurité. Nous avons créé un dispositif baptisé HARP Speech Protector, protecteur de la parole. L'objectif est de réduire les risques de captation lors de réunions en face à face et d'empêcher les écoutes clandestines. Ce dispositif est destiné au gouvernement et à certaines entreprises. Il est aujourd'hui utilisé par les présidents et les premiers ministres de certains pays. Cette exposition, qui est le seul événement de défense et de sécurité couvrant l'Afrique et le Moyen-Orient, devrait attirer 35 000 visiteurs, y compris des délégations militaires de haut niveau. Les visiteurs pourront découvrir les dernières technologies, les équipements et les systèmes militaires de l'armée de terre, de mer et des airs. Les revers judiciaires n'ébranlent pas la détermination du Royaume-Uni d'expédier les migrants arrivés illégalement sur son territoire vers le Rwanda. Londres et Kigali ont signé en effet mardi un nouveau traité sur le sujet, 3 semaines après le camouflet infligé au gouvernement de Rishi Sunak par la Cour suprême britannique. Le traité que nous avons signé aujourd'hui s'appuie sur ce travail commun. Il reprend l'attitude professionnelle positive que vous et notre gouvernement affichez et l'associe au travail que le Royaume-Uni a accompli pour s'assurer que nous brisons le modèle commercial de ces gangs diaboliques de passeurs. Le texte de 43 pages stipule que les migrants expulsés au Rwanda ne seront pas renvoyés vers un pays où leur vie ou leur liberté serait menacée et surtout pas vers leur pays d'origine.
Le Rwanda et le Royaume-Uni sont conscients qu'il est absolument nécessaire de trouver des moyens novateurs pour remédier aux souffrances des migrants qui effectuent des voyages dangereux et désespérés, ainsi qu'à l'exploitation des passeurs criminels. Il est également nécessaire de s'attaquer aux causes sous-jacentes qui poussent les gens à quitter leur pays. En d'autres termes, les bateaux ne seront pas complètement stoppés si nous n'inversons pas le manque d'opportunités et l'insécurité dans les pays du monde entier. Le 15 novembre, les hauts magistrats britanniques avaient conclu que le Rwanda ne pouvait être considéré comme un pays tiers sûr. Les défenseurs des droits de l'homme demandent au gouvernement britannique d'annuler son projet.